Énième rebondissement dans la crise malienne, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés par les militaires et acheminés au camp de Kati. C'est dans ce camp militaire situé à 15 km de Bamako que ce putsch annoncé a été préparé. Le film des événements depuis ce matin avec Aminata Marisso. C'est la fin du régime d'Ibeka. Sur ces images, l'arrivée des militaires dans la capitale malienne en provenance de Kati, des militaires accueillis par une foule acquise à leur cause, la situation évoluant, les images aussi. Les militaires sont là, ils saluent la masse, c'est la fin du régime d'Ibeka. Ici, 2 véhicules 4x4 escortés par des militaires et selon certaines sources, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre seraient à bord. Le président malien et son premier ministre, Dr Boubou Cissé, entre les mains des militaires. Tout est parti de coups de feu entendus au camp militaire Soundiata Keïta à Kati vers les coups de 10 heures, une localité à 15 km de la capitale malienne Bamako. Malgré les différentes condamnations de la CEDEAO, du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que des États-Unis, les choses ont dégénéré au Mali. La CEDEAO, dans un communiqué, condamnait toute prise du pouvoir par les armes. Plutôt, le gouvernement malien, dans un communiqué signé du Premier ministre, disait disposer au dialogue. Si l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre se confirme, ce qui était considéré comme une mutinerie prendrait les allures d'un putsch. La situation actuelle au Mali rappelle les événements de 2012 qui avaient installé le capitaine Aya Sanogo au pouvoir. Là aussi, tout était parti du camp Soundiata Keïta de Kati. Les militaires de la danse, les militaires sont là, les militaires sont là, les militaires sont là, ils saluent la masse. C'est la fin du régime. Et direction Bamako, où nous avons en ligne Lamine Sibi, rédacteur en chef de la RTFM. Bonsoir Lamine. Allô Lamine Sibi, est-ce que vous nous entendez? Lamine Sibi en direct de Bamako, journaliste, rédacteur en chef de la RTFM, pour revenir sur cette situation qui prévaut actuellement au Mali où, je vous le rappelle, le président Ibeka et son premier ministre Boubou Cissé sont toujours entre les mains des mutins. Les mutins qui devraient prendre la parole normalement à 20h. Est-ce que Lamine, vous nous entendez ? Le temps de régler le petit problème de liaison. Nous sommes sur le plateau avec le professeur Bakary Somb, directeur de Timbuktu Institute. Merci d'être resté avec nous sur le plateau. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Que vous inspire cette situation malienne? On a l'impression d'avoir assisté à un pourrissement depuis le début qui a abouti à ce putsch annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Situation prévisible, situation déplorable. Le Mali retourne malheureusement en arrière, 10 ans derrière, dans la même situation, avec une crise institutionnelle à Bamako et une crise sécuritaire au nord. Rien n'a changé, on pourrait dire. Tout s'est empiré. Le Mali vivait depuis quelques mois cette situation de manifestation avec le M5 RFP, un pourrissement qui a abouti à ce coup d'État aujourd'hui. On peut l'appeler un coup d'État, oui. Au regard de l'évolution, bien qu'il faille être vraiment prudent parce que la nuit sera longue à Bamako. Tout à fait. Et ce qui se passe aujourd'hui est déplorable, y compris ce retour en arrière du Mali qui devait s'acheminer vers une paix durable, mais qui malheureusement s'enfonce dans la crise. Vous l'avez dit, est-ce que quand même on peut parler d'un avertissement? On se rappelle ces rassemblements massifs du mouvement M5 dirigé par l'imam Diko qui réclamait tout simplement le départ du président Ibeka avec cette coalition hétéroclite qui s'est formée autour, qui s'est formée contre Ibeka. Est-ce que c'était un avertissement pour le gouvernement malien? Ce qui est arrivé à Ibeka, c'est ce qui arrive très généralement lorsque il y a faillite de la classe politique, aussi bien de l'opposition comme du pouvoir, mais aussi lorsque les voies démocratiques d'expression sont étouffées, lorsque l'opposition est affaiblie, la société civile affaiblie,
mais aussi les voix contestataires bridées, on arrive à ce genre de situation. Mais est-ce que c'était le cas au Mali quand on a vu quand même le mouvement du M5, qui est un mouvement très massif, très fort? C'est vraiment le symbole d'une classe politique qui a failli et qui se retrouve derrière son propre échec, c'est-à-dire le symbole de son propre échec, l'imam Dicko. C'est-à-dire que quand on voit ce qui constitue ce mouvement, Choguel Maïga, qui était là depuis le temps de l'ADEMA, de Issa Kaoundji, d'autres qui sont de cette mouvance-là et qu'on a toujours vu. C'est-à-dire que il n'y avait plus d'issue pour la classe politique, sinon de se ranger derrière un imam qui incarnait un renouveau, mais qui avait pu, pas islamiser la contestation en tant que telle, mais récupérer les thématiques les plus porteuses, c'est-à-dire la malgouvernance, la corruption, et bâtir sur cela un discours contestataire, avec maintenant, en incarnant une forme de renouveau et d'espoir qui a su mobiliser les gens. Alors, pour revenir sur ces événements qui se déroulent en ce moment même, on le rappelle, au Mali, on a vu les réactions rapides de la CEDEAO dans un premier temps et de l'Union africaine tout juste après, qui condamnent, au-delà de la condamnation, que peuvent faire ces institutions-là dans l'immédiat? Ces institutions sont utiles, malgré tous leurs problèmes, malgré les tares, malgré parfois certaines inefficacités. Mais aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure à vos confrères, j'appelle à ce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On a besoin de la CEDEAO comme instrument de régulation, comme instrument de médiation. Regardez ce qui se passe en Afrique centrale où on ne dispose pas de tels instruments. Rien que sur la question du protocole additionnel, la question de la gestion électorale, il peut y avoir des ratés. Je ne parle pas de ceux qui, ou en tout cas des chefs d'État qui incarnent l'institution, mais l'institution de la CEDEAO sous-régionale, elle est utile. De la même manière que l'Union africaine. Mais cette fois-ci, il faudra que ces organisations soient beaucoup plus proactives. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire, justement? Je pense que, d'abord, ils ont été dans une réaction symbolique avec la condamnation, etc. Le fait de ne pas reconnaître un pouvoir issu d'un putsch, bien que là, on est dans la querelle entre la légitimité et la légalité. On sait les tares de ce régime-là. On sait tous les défauts de gouvernance. Mais aujourd'hui, imaginons que dans la sous-région, aussi tendue, avec des menaces sécuritaires, des tensions politiques à tout va, qu'on commence un cycle où on récupère le pouvoir par les armes, je pense que cela n'augure pas d'une très bonne chose pour la région. Bien que nos chefs d'État, nos hommes politiques doivent faire de plus en plus attention à ces signaux faibles-là. Écouter leur population, ne pas aussi, aujourd'hui, quand la CEDEAO évoque la Constitution, les gens dans la rue au Mali, ça les fait sourire. Les autres chefs d'État doivent en prendre de la graine, doivent apprendre de cette situation malienne. Tout le monde doit apprendre de cette situation parce que nos constitutions, finalement, ont été parfois délégitimées ou décrédibilisées par ceux qui devaient incarner les institutions, de sorte qu'aujourd'hui, quand on évoque la Constitution, cela n'a plus la même force symbolique. Mais aujourd'hui, je pense que l'essentiel, c'est de savoir et de prendre conscience pleinement que cette crise au Mali n'est pas seulement une crise malienne, que les frontières poreuses du Mali ne sont pas seulement un problème pour le Mali, une instabilité récurrente, continuelle au Mali ne sera pas seulement une instabilité du Mali, mais de la sous-région, eu égard à ce qu'on voit dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Mauritanie aujourd'hui et dans la sous-région. Je crois qu'on doit donner leur force à ces instruments de médiation, CEDEAO, etc., à l'Union africaine, mais aussi à la communauté internationale qui, en général, s'arrime sur ces positions-là. On voit déjà les réactions qui commencent, celles de la France et d'autres, qui disent qu'ils s'arriment complètement, qui condamne toujours, avec Le Drian, qui s'arrime sur les positions de la CEDEAO. Je pense que c'est important de marquer le coup et de dire qu'on ne peut pas aller au-delà de certaines choses, bien que l'attitude de certains chefs d'État ne soit pas du tout défendable. Et c'est là où je voulais en venir. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le gouvernement malien, le président Ibeka, a tout simplement été lâché par ses alliés? On rappelle quand même les forces qui sont présentes au Mali. Il y a Barkhane, MINUSMA, il y a aussi la force européenne Takuba, composée de forces spéciales imaginées par Paris. Il y a aussi les Américains qui disposent de matériel sophistiqué pour le renseignement. Toutes ces forces n'ont pas vu venir cette mutinerie qui a abouti finalement à ce putsch annoncé. Est-ce que vous ne pensez pas que Ibeka a été lâché finalement? Vous savez, M. Dia, c'est une leçon que les chefs d'État, les gouvernants africains
doivent de plus en plus prêter attention aux aspirations de leur peuple, à ces signaux faibles, à ces revendications parfois négligées, qui s'agrègent jusqu'à arriver à des situations de non-retour. Et qu'aujourd'hui, in fine, qu'est-ce qui a compté? C'est le peuple malien qui est sorti dans la rue, qui a acclamé les militaires. Ces chefs d'État, malgré les amitiés, malgré les alliances, se sont retrouvés, en général, tout seuls devant le fait accompli et devant leur population. Oui. Encore une fois, une raison qui doit pousser à prendre en considération ce que ces populations Ibeka n'a pas été lâché, selon vous, par ses alliés? Je ne parle même pas. Il est trop tôt de le dire, ou peut-être je ne parle pas de lâchage, ni de soutien. Mais ce qui compte, ce qui est essentiel pour moi, c'est que les gouvernants sachent que ce qui compte, in fine, c'est les aspirations de leur peuple. Lâcher, je ne crois pas dans le sens, c'est pas dans le sens de lâchage ou pas. Oui, mais ce qui compte, en tout cas, il y a aujourd'hui la CEDEAO qui exprime une position de principe, appuyée par l'Union africaine. Certainement, la même position va être réitérée par la communauté internationale, par le biais des Nations Unies. Mais, encore une fois, Ibeka est aujourd'hui tout seul, responsable devant la population malienne, qui n'a pas écouté pendant très longtemps et qui s'est manifesté pendant ces longs mois de protestation derrière l'imam Dicko, mais derrière aussi les hommes politiques. Ibeka au Mali depuis 2013. On va parler du Sahel dans sa globalité dans un instant. Je rappelle que nous tentons de rentrer en contact avec Lamine Siby, rédacteur en chef de la RTFM là-bas à Bamako. Est-ce que vous nous entendez, Lamine? Bonsoir. Allô, Lamine Siby, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Bonsoir, monsieur Chélion. Quelle est la situation actuellement au Mali, au-delà du président et du Premier ministre Boubou Cissé? Est-ce qu'il y a d'autres membres du gouvernement qui sont entre les mains des mutins? Oui, je vous remercie tout d'abord. Et actuellement, la situation au Mali, elle est confuse, comme vous l'avez dit à le dire au début même du journal. Actuellement, hormis le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et le Premier ministre Boubou Cissé, il y a beaucoup d'autres responsables politiques ou militaires de ce régime qui sont aux arrêts. Depuis ce matin, nous avons assisté à l'arrestation de beaucoup, par exemple le ministre des Finances Abdoulaye Daffé, le ministre des Affaires étrangères M. Tchablin Dramé, et aussi suivi du ministre de la Défense Ibrahima Daïrou Tambélé et beaucoup d'autres chefs d'état-major qui ont été aux arrêts avant même midi d'aujourd'hui. Bon, comme vous l'avez dit, tout le monde est au courant. Presque depuis hier nuit déjà, nous avons eu les premiers échos en ce qui concerne des militaires au niveau du camp Sundiata de Kati, qui est situé à 15 km de Bamako. Donc toute la nuit, nous avons essayé de suivre les infos, mais rien de concret. Parce que le premier signe que nous avons eu, c'était d'abord que les élèves étudiants de l'école de Pritané militaire de Kati ont été comment je vais dire là, il a été demandé à ces élèves-là de rentrer à la maison depuis hier. Donc ce matin, nous avons assisté aux arrestations dans l'après-midi. Une cohorte s'est rendue à Koulouba, là où il n'y a pas eu de résistance de la part des gardes qui étaient là-bas. Une autre cohorte s'est rendue chez le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, là où il s'est trouvé avec Dr Boubou Cissé en plein rayon, par rapport à trouver une solution à cette mutinerie et de demander aux frondeurs, aux mutins, de pouvoir dire quelque chose en ce qui concerne leurs revendications et pourquoi cette sortie spontanée. Parce que nous osons dire comme ça, personne ne s'attendait à ce que les militaires sortent comme ça. Donc c'est comme ça, les militaires sont allés au domicile du président et ont trouvé le Premier ministre et le président en train de discuter. D'abord, les premières informations que nous avons eues, c'était par rapport qu'ils étaient là-bas pour discuter des voies et moyens pour le président en ce qui concerne sa démission, mais les choses auraient tourné mal. C'est les informations que nous avons eues à travers les personnes contactées qui étaient dans le bien de la chose. Donc finalement, le président et son premier ministre ont été amenés à Kati, où se trouvent les autres responsables de ces régimes-là actuellement. Oui. Lamine, le Premier ministre et le Président qui ont été arrêtés quelques minutes, j'allais dire, après ce communiqué du gouvernement annonçant la disponibilité du Premier ministre à aller à la table des négociations, à la table en tout cas du dialogue. Comment ça a été décidé tout ça rapidement? Vous savez que ce régime, depuis plus d'un mois maintenant, depuis le début du mois de juin, sous haute pression, on ne sait même pas à qui faire confiance, avec qui dialoguer, parce que nous avons assisté récemment à une insurrection de la population civile dirigée par le M5 RFP, qui
au moins a tenu quelques rassemblements et quelques grandes mobilisations qui ont vraiment affaibli un peu ce régime-là. Donc, du moment où les militaires aussi rentrent dans la danse, donc moi je dirais tout simplement que cette décision précipitée de trouver une table ronde autour de laquelle décider de tomber d'accord sur quelque chose avec les militaires, c'est comme ça que c'est venu. Bon, malheureusement, les militaires qui sont sortis avaient déjà un agenda, parce que depuis vers 11h, 10h, il y avait des rumeurs qui coulaient en ce qui concerne un ultimatum pour la démission du président de la République. Donc les militaires sont sortis. On ne saurait pas dire aujourd'hui est-ce qu'ils sont de mèche avec le M5 RFP ou pas, ça serait un peu trop vite. Oui. Mais pour le moment, c'est qu'on peut dire, juste ce qui explique cette spontanéité en ce qui concerne le communiqué de Dr Boubou Cissé, c'était parce qu'il y a une crise d'abord sociale et politique qui est là. Donc si les militaires rentrent en jeu, il faut faire taire un peu les militaires pour pouvoir trouver un compromis. Et justement, Lamine, pour l'instant, on ne sait pas ce que les recommandations, en tout cas les revendications, j'allais dire, des présumés putschistes. Mais actuellement, nous ne pouvons rien dire sur leurs revendications parce que personne d'entre eux n'a eu à dire un seul mot pour le moment. Mais il y a seulement que deux noms qui ressortent, le nom de deux colonels. En ce qui concerne le colonel Sadio Kamara et le colonel Malik Diao, et un général Cheikh Fanamadi. Bon, pour le moment, c'est les noms qu'on attend qui sont à la base de cette mutinerie. Mais personne aujourd'hui ne peut dire réellement qu'est-ce qui se passe. Seulement au niveau de l'URTM, quand les militaires sont allés assiéger là-bas vers 10h du matin, les militaires qui étaient là-bas, ils disaient à la population que nous ne sommes pas contre vous, nous sommes contre justement le président de la République. Mais ça, c'est les militaires qui étaient en place, ça ne vient pas de l'en haut. Deux dernières questions avant de vous lâcher. La prise de parole est prévue à quelle heure? On parlait de 20h à la ORTM. Est-ce que c'est confirmé ou pas? Comme vous l'avez dit, depuis fort longtemps, nous-mêmes, on attendait devant nos petits écrans en ce qui concerne cette déclaration, mais jusque là, actuellement, rien de précis, rien de concret sur ORTM actuellement. Parce que les dernières nouvelles qu'on a entendues vers 19h, c'était que les frondaires, les décideurs de cette mutinerie étaient en contact avec la communauté internationale afin de faire accepter l'état des lieux, ce qui se passe déjà, parce que nous avons vu toute la journée, il y a eu des communiqués de condamnation de la CEDEAO, de l'ONU, et des États-Unis et aussi de Jean-Yves Le Drian en ce qui concerne une possibilité de putsch au Mali qu'il condamnerait avec la dernière rigueur. Bon, jusqu'à 20h, nous n'avons rien de concret pour le moment. Très bien. Et comment le peuple malien vit tout cela? Est-ce que le calme est revenu dans les rues de Bamako? Après toute une journée de peur, de panique, malgré tout, il y a ceux qui sont les supporters du M5 RFP qui demandaient depuis plusieurs mois déjà la démission du président de la République pour le fait que la gouvernance est mal dirigée au Mali. On a vu quand même des soutiens dans la rue de Bamako toute la journée, les gens du M5 RFP et aussi de la diaspora. Et les gens étaient paniqués, tout le monde avait peur, tout le monde se disait comment allait se terminer tout ça. Bon, heureusement, actuellement, là où je vous parle, je dirais que le calme est revenu parce que les gens avaient peur que les militaires ne s'entretuent. Mais on a vu qu'au niveau de Koulouba, il n'y a pas eu de résistance. Même au niveau de la résidence du président de la République, là aussi, les gardes n'ont pas eu à faire user de la résistance. Bon, seulement nous dirons que quelques maisons saccagées de part et d'autre de quelques responsables de ce régime. Très bien. Lamine Sibi, merci beaucoup, rédacteur en chef de la RTFM là-bas au Mali. Je rappelle aussi que nous sommes avec le professeur Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Le camp militaire de Kati, professeur, c'est le camp Sundiata. Tout est parti. Souvenez-vous, la déstabilisation contre ATT en 2012. Aujourd'hui, on parle de 3 officiers supérieurs qui seraient les instigateurs de la mutinerie qui s'est transformée, on le rappelle, en un putsch. Pour le moment, il s'agit du général Fantamadi, Lamine l'a rappelé, les colonels Diao et Mama Sekou Lelanta. Comment voyez-vous l'avenir de ce qui se passe actuellement au Mali?
Ça repart de Kati, qui avait amené au pouvoir un Sanogo, et on a connu la suite avec la transition au temps de Dionkunda. La situation aujourd'hui, il y a des points de ressemblance, mais la situation est un peu différente. À l'époque, en 2011-2012, il n'y avait pas la présence de forces étrangères et de forces internationales de stabilisation comme la MINUSMA. D'ailleurs, notre ami a dit qu'aujourd'hui, il y a eu des tractations. La situation aussi est différente, parce que bien qu'il y ait eu à l'époque une situation sécuritaire difficile au niveau du Nord. Aujourd'hui, les épicentres sont élargis avec le centre du Mali aussi, un débordement sur le Burkina Faso, la situation instable dans le Liptako-Gourma et aussi une ambiance sous-régionale tendue sur le plan politique. Oui. En Côte d'Ivoire, en Guinée et ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, là-bas en Mauritanie aussi. À Mauritanie, tel que vous l'avez dit au début, il y a aujourd'hui la possibilité que beaucoup de choses se passent. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait être véritablement prudent dans l'analyse de cette crise-là, oui. Mais dans les prises de position aussi, et de ne pas, dès le début, essayer d'écarter ces canaux de médiation qui existent encore, parce qu'encore une fois, cette crise-là, elle est très sérieuse. Ces canaux elle arrive qui sont à un moment, la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale. Mais on a vu une brochette de chefs d'État qui assurent le leadership aujourd'hui en Afrique, et qui sont partis récemment, dont le président Macky Sall d'ailleurs, qui sont partis à Bamako. Malheureusement, les M5 a rejeté les recommandations de cette médiation. Exactement, parce qu'ils se sont projetés sur les personnes qui voulaient incarner la médiation de la CEDEAO, mais pas sur l'institution. Cela aussi nous appelle à beaucoup plus d'introspection, oui. En sachant que ces chefs d'État doivent faire attention à leur image, à leur rapport avec le politique, à leur rapport avec les constitutions et les processus électoraux, pour que véritablement leur crédibilité, la crédibilité des institutions reste intacte, mais aussi la crédibilité des institutions régionales, telles que la CEDEAO, dont on a besoin aujourd'hui. Parce que si la situation s'empire au Mali, aucun pays voisin ne sera indemne. Et c'est le cas, c'est en train de s'empirer. C'est en train de s'empirer. Oui. Si on conjugue cela avec la situation sécuritaire dans la zone des 3 frontières, mais aussi à l'approche des élections dans certains pays, je pense que la prudence est de mise, mais aussi la proactivité de la part de ces pays-là, pour qu'on ne revive pas encore la situation de Mali qui dégénère en 2012 et qui, dans son sillage, a eu embrasé tout ça. Vous pensez à la Côte d'Ivoire, à la Guinée? Oui. Et à tous ces pays, vous savez, tous ces pays où s'opposent les débats sur les 3e mandats, etc. Les 3e mandats ont toujours été des étincelles politiques dans la sous-région. Il faudra que nos chefs d'État, nos hommes politiques sachent raison garder, et que la gestion du pouvoir essaye de s'accommoder des règles en matière de gouvernance, mais aussi d'écoute des populations, d'écoute des signaux faibles, quelle que soit la situation régionale ou internationale. Je pense qu'in fine, ce qui a compté aujourd'hui pour Ibeka, qui s'est retrouvé seul face à sa population, oui. À ses demandes insatisfaites, et cela doit donner quand même matière à réfléchir à tous les autres. Dernière question, professeur Bakary Samb, on va élargir pour parler du Sahel dans sa globalité, je le disais tout à l'heure. En une année, une bonne partie du Sahel est formellement déconseillée maintenant aux voyageurs. On a vu récemment ce qui s'est passé avec les 6 Français et 2 Nigériens tués au sud-est de Niamey. Pourquoi, selon vous, est-il si difficile de contenir les djihadistes dans ce secteur au Sahel? Parce qu'on a voulu appliquer une stratégie de guerre conventionnelle à un phénomène de guerre dite asymétrique, lorsque l'ennemi est insaisissable et qui peut faire de tout un front. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Niger n'est pas à écarter complètement de la situation générale dans le Sahel. On a évoqué le nom de Abdel Hakim al-Sahraoui, de l'État islamique au Grand Sahara, qui était dans un mouvement de redéploiement vers la zone des 3 frontières, où la force Takuba va être redéployée. Aujourd'hui, beaucoup d'interrogations sont là, aussi bien dans le Gourma que dans le Fadam Gourma, au niveau du Burkina Faso, au niveau de la province de Loudalan, au niveau de la région de Soum, vers la région de Djibo, Menaka pour ce qui est du Mali, et la région de Tillabéri. Là, on est dans un nouvel arc de crise qui est aujourd'hui attisé par des conflits intercommunautaires et qui peuvent, à mon avis, embraser davantage cette région qui a tellement besoin de paix. Mais malheureusement, cette paix, on ne la voit pas venir. Mais c'est là où il faut être proactif, être dans la prévention et dans la proactivité, et ne pas dire que ce qui se passe au Mali est simplement un problème malien, mais c'est bien
un problème sous-régional qui concerne tous les pays de la région. Et c'est tellement vrai que la région la plus proche du Sénégal, c'est Kayes, qui est aujourd'hui dans le rouge, selon le Quai d'Orsay. Est-ce que là aussi, nous, au Sénégal, on doit redoubler d'efforts dans la sécurité sur ce plan? Aux dernières nouvelles, les groupes seraient à 150 km de Kayes et que des incursions seraient possibles vers tous les pays voisins. Le débordement des épicentres, aussi bien au centre du Mali avec le Front de libération du Massina, mais aussi d'autres forces, sans compter les conflits intercommunautaires, ou en tout cas l'ethnicisation de ces conflits-là. Entre Dogon et Peul, par exemple, ce qu'on a vu. Et qui peuvent constituer un nouvel arc de crise qui ira du Mali jusqu'au Nigeria. C'est là qu'il faut redoubler de vigilance et encore prendre à bras le corps cette crise malienne, qui, je le rappelle, est bien une crise ouest-africaine. Merci beaucoup, professeur Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Et je le rappelle, on attend les revendications de ces mutins là-bas au Mali. Vous reviendrez avec un immense plaisir. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité dans ce journal. L'actualité au Sénégal, c'est aussi cette arrestation. La brigade de recherche de Saly a démantelé une bande de faussaires qui détenait par devers elle 53 millions de francs CFA de faux billets. La bande est composée de 3 individus, dont un Guinéen, un Sénégalais et un Malien, une bande spécialisée dans le trafic de faux billets. Dans l'actualité judiciaire, meurtre du taximan Ibrahima Samb, Ousseynou Diop condamné à 15 ans de prison ferme. La chambre criminelle de Dakar a condamné Ousseynou Diop à 15 ans de prison ferme pour le meurtre du taximan. La même instance judiciaire a alloué 75 millions de francs CFA à la mère et aux 2 sœurs de la victime. Affaire de la femme malmenée puis filmée à Sacré-Cœur après une fausse accusation de vol. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné le nommé Ibrahima Thiaw à 3 mois de prison ferme. Babacar Ndiaye écope d'un mois ferme et Moussa Diallo a pris 1 mois. Les prévenus doivent aussi verser 5 millions à la partie civile en guise de dommages et intérêts. Justice toujours, grève du Sudjis, Ibrahima Hamidou Dème dénonce le silence de l'UMS et du Conseil de l'Ordre des avocats. L'ancien greffier et ancien magistrat démissionnaire estime que la famille judiciaire doit soutenir le Sudjis pour que le gouvernement respecte ses engagements. Le juge Dème était l'invité de l'info du matin de la TFM. De la famille judiciaire, on doit faire preuve de plus de responsabilité. De plus de solidarité par rapport aux greffiers. J'ai l'impression que les greffiers sont laissés à eux-mêmes, les travailleurs de la justice en général, et cela ne doit pas être le cas, que ce soit les magistrats, que ce soit les avocats et d'autres professionnels de la justice doivent contribuer, doivent tout faire pour que l'État puisse entendre raison, parce que c'est l'État qui doit entendre raison pour appliquer les accords, pour appliquer les textes qui ont été pris. Qu'on prenne des personnes qui sont formées comme ça dans l'État pour que ces personnes puissent officier en tant que greffier. Les fonctions judiciaires sont sensibles, elles sont très importantes. N'importe qui ne peut pas remplir les fonctions aussi. Et puis on en vient à la situation épidémiologique du jour. 68 Covid+ sont enregistrés sur 926 tests aujourd'hui. À Saint-Louis, faire de la population les vrais acteurs de la lutte contre la Covid-19 est le but du ministère du Développement communautaire avec les conventions locales de résilience communautaire. Avec la recrudescence des cas communautaires et la propagation de la maladie à coronavirus dans la vieille ville, le ministère accompagne les comités de veille qui vont assurer la sensibilisation. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. La convention locale de résilience communautaire est signée entre le ministère du Développement communautaire et le comité de veille et d'alerte du quartier Balakos de Saint-Louis. L'objectif est d'impliquer la communauté à s'approprier le combat contre la propagation du virus. Nous avons constaté une recrudescence du nombre de cas. Et cela est lié tout simplement à un non-respect des mesures barrières. Et cette approche ne peut être que communautaire. Il faut aller vers les communautés. Le but recherché dans cette convention est de sensibiliser les populations pour un engagement communautaire afin de mieux lutter contre la Covid-19. Dans les quartiers, les comités de veille et d'alerte vont aussi sensibiliser la population à adopter les mesures individuelles.
pour amener les populations à s'engager, il faut construire avec elles cet engagement-là. Et donc cela nécessite un certain nombre d'étapes qui permettent aux populations de se rendre compte de leur vulnérabilité. À Saint-Louis, tous les 33 quartiers seront dotés d'un comité de veille et d'alerte. Les responsables de ces différentes localités veilleront au respect strict de ces mesures. Aujourd'hui, la convention qui nous réunit, je dirais même, c'est presque un contrat de performance qui donne des responsabilités à la commune, qui est l'institution, mais aussi aux populations. En tant que fils de Balakos, je vais mettre à la disposition du CVA 1 millier de masques qui seront réalisés par les tailleurs du quartier. Le quartier Balakos de Saint-Louis a été choisi pour le lancement officiel de la signature de la Convention locale de résilience communautaire pour la lutte contre la Covid-19, aussi bien dans les rues que dans les concessions. Des lave-mains et accessoires seront mis en place pour mieux se conformer aux dispositions édictées par les autorités sanitaires. À Ziguinchor, la région compte 381 cas positifs, dont 170 communautaires seulement entre le 22 mars et 14 août. À la gare routière, par exemple, le président préconise pour stopper les cas communautaires que désormais les masques fassent partie des bagages des voyageurs. Reportage Boubacar Diassi et Lamine Mantiank. La pandémie de la Covid-19 continue de progresser dans la région de Ziguinchor, notamment dans la capitale sud du pays. Entre le 22 mars, jour d'enregistrement du premier cas dans la région, et le 14 août 2020, 381 cas ont été détectés, dont 288 dans la seule commune de Ziguinchor et 170 cas communautaires. Ces Ziguinchorois s'indignent. Nous l'avons tous constaté. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que les gens ne prêtent plus attention à ça. Les gens même ont commencé à se saluer. Je voudrais attirer l'attention des Ziguinchorois sur la gravité de la maladie. On ne va plus revenir sur le fait que le Sénégal n'a pas carrément les moyens pour se battre. Le seul moyen que nous avons, c'est de respecter les gestes barrières, de pouvoir dire aux gens de faire attention à la maladie. Parce que c'est vraiment dangereux, c'est vraiment à prendre au sérieux. Et il faut que les gens respectent les gestes barrières. C'est le minimum que les gens peuvent faire. La situation est très grave, la situation est très inquiétante. Il faut que les gens portent leur masque. Ça ne coûte rien du tout. À la gare routière de Ziguinchor, par exemple, certains Ziguinchorois préfèrent ne pas porter de masque. Le président Papis Touré préconise que dorénavant, le masque fasse partie des bagages de tout voyageur. Parce que c'est pour sauver toi-même, mais c'est pour sauver aussi ton proche. On dit la gare routière, c'est un point de rencontre. Évidemment, c'est vrai. Et nous avons des masques à donner des clients. Mais il ne faut même pas attendre qu'on vous donne des masques. Mais nous conseillons aux passagers vraiment de se réserver des masques dans leur sac pour le bien-être de tous les Sénégalais. Les malades de la Covid-19 reçus dans la région de Ziguinchor sont âgés entre 1 et 88 ans. Merci Boubacar. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Papis. Vous recevez ce soir le professeur Abderrahim Gaye.